Le Misanthrope, la nouvelle création du collectif artistique du Théâtre de Lorient, dirigé par Rodolphe Dana, du 22 janvier au 1er février au Montfort Théâtre. Dans le salon chic d'une société oisive, basée sur la jalousie, la médisance, l'ambition et la recherche du plaisir, Alceste est le héros volubile et puéril d'une tragicomédie féroce. Hypersensible, romantique et drôle, il fait la tentative désespérée de la sincérité. Le Misanthrope au Montfort Théâtre, un spectacle France Inter. Charline Vanhoenacker. Oui, Laetitia Gaillet. Alex Vizorek. Oui, Laetitia Gaillet. Vous êtes au poste? Oui, Présent. Laetitia Gaillet. Alors bossez, c'est pas 18h. Merci Laetitia. Le prochain point sur l'information, comme on dit, ce sera à 18h. On vous retrouve demain et nous tout de suite. Salut les amis. Salut Alex. Dis donc Alex, il est midi là, qu'est-ce que tu fous? La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Non mais il va se calmer Patrick Juvet Je suis là. super content, on reçoit un excellent acteur belge, blond, du même âge que moi. Ah bah oui, non mais c'est pas tout à fait un Vizorek bis. Pas du tout, même, parce que lui, c'est un bon acteur. Bah Oh, oui, oui, non, ah mais oui. je sais, Ouais. Jérémy Régnier, il a 3 classes, je sais, oui, je me demande. Bon, il a une filmographie exceptionnelle. Hein. Oh, il est magnifique dans Clo-Clo. Barracuda. Ah d'accord, c'est pour ça que tu nous fais le jukebox là depuis tout à Non, l'heure. alors là, Jérémy Régnier, il joue dans le film très très beau et très émouvant sur la maladie. Ah bah ça Clo-Clo, il a pas eu le temps d'être malade hein. Bzzz, Oh, après, ouais, respect, respect. Alors, ouais, ça non. s'appelle l'Ordre des médecins, puis ça sort mercredi. Ah ouais. Et, Clo-Clo chirurgien, quoi. Mais non, alors ce que je veux dire, c'est que c'est un acteur qui choisit ses rôles minutieusement. Oui, il a aussi joué Pierre Berger comme icône. Et Clo-Clo. Oui, Oui, Clo-Clo. on aura plein de choses à lui demander. Il a réalisé son premier film avec son frère Yannick. Oui, Ouais. Carnivore avec Ouais. Zita Enro et Laila Bekti. Voilà. Quoi, c'est avec ça, Zita ouais. Enro et Laila Bekti? Oui. Ah bah voilà, on arrive à t'intéresser à autre chose que Clo-Clo là. Ah ouais, parce qu'elles sont toutes les deux belles. Oh, mais elle est repartie. Non, mais Alex, oh. non, il en a peut-être marre qu'on lui parle de ce rôle. Ah ouais, là t'es un Ouais. petit peu monomaniaque, Ouais. excuse-moi. Oh là là, Alex Alex, c'est bon, on a compris là, tu nous fatigues dès le lundi. Le lundi au soleil, c'est une. Oh la Ça suffit, là, je te préviens tout de suite. Tu ne lui parles que de son film ou de médecine à Jérémy, ok? Ok. Si j'avais un scalpel. Oh là là, c'est pas vrai. J'opérerais du jaune. Alex, regarde là-bas, il y a une ampoule, va la toucher. Oh ouais. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up du service public, ce lieu unique où des fonctionnaires de la blague attachent l'actualité aux chaînes de l'humour subventionnées. Oh là. Ah, ça part Les fort. 26 milliardaires les plus riches de la Terre représentent à eux seuls la moitié de l'humanité. En richesse, en flouze, en blé, pas en richesse intérieure brute, hein, ça vous l'aurez deviné. Bon alors face à cela, qu'est-ce qu'on fait? On s'en remet à Dieu? Faire payer les riches. Je vais leur faire payer un impôt sur le droit d'être vivant. À quoi ça sert d'aller à l'école si la planète est foutue? C'est le message des écoliers belges qui sèchent les cours le jeudi pour aller manifester pour le climat. Mais c'est bon, j'ai juste séché un cours de maths. Bah oui, mais ça commence comme ça, puis après c'est la grande escalade. On se retrouve dans le 9-3 à vendre du hashish. Les médecins sont les héros du moment au cinéma et à la télévision. Hippocrate aurait ouvert la voie et rendu les producteurs peut-être un peu moins frileux sur le sujet. Et puis, bon, la médecine traitée à l'écran, c'est quand même très pratique dans la vie quotidienne. Bien sûr, je m'y connais en pharmacie, mon frère. J'ai vu tous les épisodes à Dr House. Lui aussi, depuis tout petit, il aime jouer au docteur. Oh. Bonjour Alex Vizorek. Oh, c'est finot. Bonjour Charline Vanhoenacker. Vous avez l'air en bonne santé. Allez, je vous offre une belle équipe. À 17h20, l'homme qui met le feu aux planches au point que le théâtre Trévise est inutilisable pour accueillir l'explosif Pablo Mira. Bonjour. Salut Alex, salut Charline, Guy. Hein? Attendez Charline, Ouais. il y a le SDF de la semaine dernière qui est encore là aujourd'hui là. Non, c'est Thomas Croisière, c'est le chroniqueur ciné. Autant Ouais. pour moi. Bon, en tout cas, moi j'ai pas mal hésité pour mon sujet du jour entre le PSG qui met 9 buts à Guingamp ou les cathos pro-IVG qui mettent 9 enfants à leur épouse et qui ont défilé hier contre l'avortement. On parlera de ces derniers tout à l'heure évidemment. À 17h30, ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent des brioches. Oui. Disait Marie-Antoinette, ce à quoi je surenchéris. Ils n'ont plus de brèves, qu'ils écoutent Guillaume Meurice. Ah, c'est beau, bonjour à tous. On est le 21 janvier, donc on va commémorer la mort de Louis XVI. Et je suis évidemment allé voir des royalistes. Un roi qui était un bon roi, aimé par son peuple. Une petite baisse de popularité sur la fin quand même, je tiens à le signaler. Hein. Et à 17h40, l'homme qui revient du festival du film de l'Alpe d'Huez, d'où il ramène un très beau chamois de bronze en slalom spécial au bar. C'est Thomas Croisière, bonjour. Et également un selfie avec François Civil qui a gagné le prix d'interprétation masculine. Et ça, c'est ma plus grande victoire. Et vous allez parler de... Je vais vous parler de notre invité, bien sûr, et de son impressionnante filmographie. Je vous le fais pas dire qui est cet homme. Voici celui qui va réchauffer l'ambiance dans la salle d'op de l'actualité. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... Dr Ross. Oh la classe. France Inter. Charline Vanhoenacker.
Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Jérémy Régnier. Merci. Merci d'être avec nous pour nous présenter ce film de David Roux qui sort en salle mercredi et qui s'intitule L'Ordre des médecins. Vous jouez aux côtés de Marthe Keller, de Zita Enro, d'Alain Libolt, Maud Wheeler et Frédéric Eppo notamment. Vous jouez le rôle de Simon qui est un jeune médecin qui est pneumologue à l'hôpital. Le film s'ouvre sur lui. Qui discute avec ses confrères dans la salle de détente d'un cas, d'une patiente. Les confrères veulent tenter un dernier acte, sans doute pour lui faire gagner quelques semaines. Simon, lui, votre personnage est lucide, il est empathique, mais lucide et aguerri, c'est pas la peine de s'acharner. Jusqu'au jour où c'est sa mère qui est admise pour une récidive virulente. Et là, que se passe-t-il chez Simon ? Il y a un doute et il y a une prise de conscience par rapport à une forme de distance que le métier lui obligeait pour avoir la distance nécessaire pour pouvoir avoir un bon jugement sur ses patients et ne pas faire d'erreur. Donc il y a une protection parce qu'au fur et à mesure, forcément, ils vivent au quotidien avec des malades, avec des patients qui sont au bord de la mort. Donc forcément, il faut prendre des distances et tout d'un coup, il se retrouve face en fait à sa mère qui elle est au même endroit que ses patients, sauf que forcément son lien est totalement différent. Donc comment lui va le gérer et il va se remettre en question par rapport à ce qu'il est et sa profession. Votre maman, c'est Marthe Keller, et vous emmenez le spectateur par la main dans vos tourments. Oui. Alors, c'est un peu inspiré de l'histoire familiale du réalisateur David Roux, dont le frère est pneumologue et dont la maman a fini à l'hôpital. Est-ce que vous aviez donc une idée précise de ce qui est aussi un dilemme, de ce tourment, d'être à la fois médecin, de soigner les autres, d'essayer d'avoir de la distance et d'être en face avec ce cas-là? Je ne sais pas si je sais que mes deux parents étaient ostéopathes, donc c'est vrai que le rapport aux patients qui rentraient dans les discussions autour d'une table, etc., entre eux, ils en parlaient, donc forcément ça faisait partie un peu d'une forme de quotidien pour moi. Mais j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout, parce que j'ai eu la chance de pouvoir justement suivre, entre autres, le frère de David, le réalisateur, en pneumologie à l'hôpital Foch. Et du coup, j'ai découvert en fait ce qui vivait au quotidien, qui est pas ce qu'on imagine justement dans Urgence, où c'est un quotidien qui est fait, qui est fait de beaucoup d'administratifs aussi. D'administratifs, d'aller voir les patients, de voir comment évolue la maladie, etc. De psychologie énormément aussi. De psychologie, de distance, et puis de débat autour de patients. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment arriver à l'en sortir ou pas? Et c'était tout ça que j'ai découvert. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de calme, au contraire, alors qu'on imagine que tout est en tension, dans cette énergie-là. Donc c'est quelque chose que David aussi a voulu mettre dans son film. Ce qui m'a surpris, j'avais suivi à l'époque un camarade qui était en médecine et je lui avais demandé d'aller voir un travail pratique. Et le rapport au corps des médecins, ou en tout cas des étudiants médecins, vis-à-vis de ce cadavre qu'elle a sur lequel ils étudient, est impressionnant. Moi, je trouvais ça normal qu'il soit touché par sa maman. Ce qui est plus bizarre, c'est cette façon d'avoir une distance, et puis c'est leur vie, avec tous les autres patients qui sont pour eux clients, c'est pas le bon mot, mais on donne tout, et puis si ça fonctionne pas, voilà. Oui, et malgré tout, ils sont quand même touchés, parce que c'est ça. Sûr, mais on ne peut pas ne pas être touché par un humain, un gamin, un enfant, surtout en pneumologie. Il y a beaucoup d'enfants. Mais il faut se préserver de la violence que ça représente, je crois, au jour le jour. Oui, parce que sinon tu rentres chez toi, t'es complètement détruit. Donc il faut prendre, mais comme n'importe quel métier, que ce soit policier ou autre, où il faut une forme de distance pour pouvoir rentrer chez soi. Des fois, ça passe par l'humour aussi, un humour très noir qu'ils font pour dédramatiser et détendre toutes les zones de tension. Il y a ça chez les policiers et chez le personnel hospitalier, j'ai l'impression. C'est graveleux, où d'un coup ils rient de choses qui peuvent être atroces pour pouvoir avoir un peu de distance et pour pas les vivre. Et tout cet aspect-là est nourri aussi par des personnages secondaires qui sont des malades dans le film. Il y a aussi une histoire en parallèle, parce que 95%, 95% du film se passe à l'hôpital, dans un CHU, qui est un endroit froid, etc., et à la fois tellement humain. Et il y a des histoires parallèles, c'est-à-dire c'est là, à l'hôpital, où se resserre le clan familial, autour de vous et de la maman, aussi où se nourrit une histoire d'amour. Ça jette quelle lumière, ça, sur finalement le film et l'histoire principale? Qu'est-ce que ça amène? Ça amène justement, je pense que oui, le film se passe dans un hôpital, mais c'est des liens humains d'abord qui s'entrecroisent, familiaux, parce que d'un coup il se retrouve face à sa sœur,
face à son père et il a la place du guérisseur. Donc de celui qui va trouver la solution. Celui sauf qui a les réponses. Et les réponses. Sauf que il ne peut pas les avoir et il doit accepter de ne pas les avoir et d'accepter aussi de ne rien pouvoir faire parce qu'en face, à un moment donné, c'est pas le médecin qui décide, mais c'est le patient. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très symbolique. C'est un moment comme Spider-Man qui retire son costume, vous retirez votre blouse. Et là, vous redevenez je suis quelqu'un aussi normal. bien gaulé que Spider-Man. Vous escaladez un immeuble. Et puis on l'a dit, voilà, ces histoires parallèles qui mettent aussi du sourire et de la joie, parce que comme dans tous les moments où les histoires dramatiques, il y a toujours des moments, des raies de lumière comme ça, plus joyeux. Et dans l'ordre des médecins de David Roux, qui sera en salle mercredi avec Jérémy Régnier, avec Marthe Keller, Zita Enro par exemple, eh bien il y a par exemple du Jodassin qui met de la joie en italien. C'est la vie Lily. Alex Vizorek voulait la réentendre, tellement c'est beau. C'est la vie Lily, quando vai per la strada tranquilla e non t'accorgi che ora ti accanto un bel soldato che sogna solo te. C'est la vie, Lili, oggi vai per la strada sicura e dai la mano a un capitano che per te ha già tradito il re. Goccia a goccia il tempo passa come se non ti ascoltassi e tu non potrai fermarlo mai. C'est la vie, mia Lili, questa sera la strada è bagnata, tu vendi rose ed altre cose a un esercito che ha già la tua età. Goccia a goccia il tempo passa come se non ti ascoltassi e tu non potrai fermarlo mai. C'est la vie, mia Lili, ora dormi, la strada è tranquilla, ti sei invecchiata, ti sei sognata di un soldato innamorato come te. Goccia a goccia il tempo passa come se non ti ascoltassi e tu non potrai fermarlo mai. Programmation musicale, David Roux dans son film L'Ordre des médecins. Et par le truchement de la présence de Jérémy Régnier, nous avons Jodassin sur l'antenne de France Inter. Chewbacca a accepté. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai dû pleurer devant le bureau, mais il a accepté. Jérémy Régnier avec nous. Il a une otite en ce moment. Qui fait donc partie de la team 8, des gens qui disent 8 comme non, moi. Ça, non. Et on est au moins 2. Si, on peut le dire, oui. Voilà. 8. Et pour entourer Jérémy Je vais Régnier. essayer de faire attention et je m'adapte. Nous avons Guillaume Meurice que vous avez entendu. Nous avons Pablo Mira et Thomas Croisière qui reviendra sur la carrière de Jérémy Régnier. Très bien, allons-y pour l'information. Vous pensiez avoir effacé mai 68, vous pensiez avoir effacé mai 81, vous pensiez avoir effacé... Le journal, 17h17. Eh bien non, nous revoilà, porteurs de nos espérances. Et on commence par les titres. Emmanuel Macron a réuni 150 patrons à Versailles pour les rassurer en pleine crise des Gilets jaunes. Oui, c'était pas de la peine, il les avait déjà bien rassurés en supprimant l'ISF et le droit du travail. Selon l'ONG Oxfam, les 26 milliardaires les plus riches détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Eh oui, mais il faut aussi voir le bon côté. On peut considérer que la moitié de l'humanité est donc multimilliardaire. Et des brèves. Eh oui, j'ai fait un grand débat avec moi-même et on est d'accord pour que les brèves continuent. Et on commence par les éphémérides. Oui, aujourd'hui, c'est
prétendument le Blue Monday, soit le jour le plus déprimant de l'année qui tombe le 3e lundi de janvier. Non, ça, c'est faux. Le jour le plus déprimant de l'année, c'est le 2e mardi de juillet. 2e mardi de juillet. C'était France-Belgique, la demi-finale de la Coupe du Monde. Je peux dire qu'en Belgique, il n'y a pas de Blue Monday, c'est le Some Tuesday qu'on a. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du câlin. Exactement. Si Alexandre Benalla nous écoute, détends-toi, Alex, prends une bonne tisane, on sera vite demain. En revanche, Emmanuel Macron est dans le thème de la journée du câlin, puisqu'il a convié 150 grands patrons à Versailles pour un gangbang, pour les rassurer. Oh là là, vous l'avez ajouté celui-là. Pour les rassurer, bah oui, c'est plus simple de les convier un lundi à Versailles pour les rassurer qu'un samedi sur les Champs-Élysées en ce moment. Voilà. C'est la 2e édition de ce qu'il appelle son sommet de l'attractivité. Exactement. Alors quel était le programme notamment, il y a le discours d'Édouard Philippe ou encore de Bruno Le Maire. Vachement le sens de l'attractivité, Manu. Passons à Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. Il estime que l'envoi postal de la lettre aux Français d'Emmanuel Macron coûtera entre 5 et 7 millions d'euros. Et oui, on connaissait les lettres recommandées, mais Macron vient d'inventer les lettres peu recommandables. Justice à présent, c'est aujourd'hui que s'est ouvert le procès Spanghero, c'est l'affaire de la viande de cheval dans les lasagnes. Et oui, attention, j'en ai une bonne. Et je pense que la défense va débarquer avec ses gros sabots. Si, c'est bien. Cheval, c'est bien. Sabot. Non, c'est bien. Si, ça, je me suis dit. Ça a été sous-estimé, mais c'est très bien, Alex. Voilà. International. Je l'ai peut-être survendu, j'avais dit trop de bien. Peut-être. Du calme, Jolly Jumper. International. En Égypte, un présentateur a été condamné à 1 an de prison pour avoir interviewé un homosexuel. On ne sait jamais que l'homosexualité se transmettrait par les ondes hertziennes. Au Japon, à présent, l'homme le plus âgé du monde vient de décéder. Il avait 113 ans. Et au moins, l'avantage, maintenant qu'il est décédé, il peut envisager de devenir président de l'Algérie. Déception au Canada, car à Montréal, la fête des neiges a été interrompue par la neige. Et oui, à l'inverse d'en France où la fête de la musique, on aimerait parfois qu'elle soit interrompue par de la vraie musique. Et les brèves. Et les brèves, Lyon, départ de feu au sous-sol d'un club libertin. L'article précise, les pompiers sont intervenus. Pour éteindre l'incendie, bien entendu. Pas de, voilà. Et la dernière ? La dernière, alors là, évidemment. C'est en Bretagne, évidemment. C'est toujours le bonheur. Rennes, ivre, il vandalise des voitures, dont la sienne. On espère tous que Jean-Vincent Placé a une bonne assurance Carglass. Merci Alex. De rien, c'est cadeau. Nous voilà en compagnie de Jérémy Régnier pour le film L'Ordre des médecins qui sort en salle mercredi. Et on va aborder ce premier sujet avec vous. Chaque année, le rapport d'Oxfam International fait plus mal, car cette fois les plus riches, qui représentent 1%, ils ont accaparé 45,6% des richesses produites l'an passé. Pas mal. Ils ont du talent. Ouais, c'est ça aussi. Voilà, ça s'appelle le talent. Ils sont 26 à l'avoir pour être aussi riches que la moitié de l'humanité. Donc. Réussir ça, ah oui, c'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. Chantez bien. C'est d'être un président. Ah là là. C'est n'importe qui. Vous avez reconnu Jérémy Régnier ? Pas du tout. Un acteur. Claude François. Non, c'est pas Claude François. Bernard Tapie, bien sûr. Voilà. Alors, ça va lui faire des droits, ça sème. C'est vrai, c'était vraiment Bernard Tapie. Bien sûr. Parole Didier Barbelivien. Ah la vache. Réussir sa vie. Et donc. Belle équipe. Étonnant, vous connaissiez pas Pablo ? Non, mais moi j'essaye de la chanson après les Disruptives, j'essaye plus rien. Moi, Bon, donc leurs noms sont écrits en gros, mais ils tiennent facilement sur la une de Libération ce matin. Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, etc. Bon, c'est ce qu'on appelle un marronnier. Chaque année, il y a. Je n'y suis pas alors. Non, Jérémy Régnier, c'était ma première question. Qu'est-ce que vous foutez ? 27e. Qu'est-ce que vous branlez ? C'est pas possible. Ouais. Déçu ? Très déçu. Écoutez, du coup, Est-ce que à chaque fois que ce rapport sort et que l'écart est de plus en plus grandissant, est-ce que vous avez une réaction épidermique ou peut-être lassée défaitiste? Non, mais c'est très difficile. On aimerait que ce soit forcément plus équitable et réparti. Comment faire ? Les taxer, oui, il faudrait trouver des solutions, parce que c'est fou que l'écart soit de plus en plus, après chaque année, de plus en plus large. C'est difficile à matérialiser, même à s'imaginer. Et surtout, tu dis pourquoi être riche maintenant quand tu es tellement riche, pourquoi le continuer à l'être ? Enfin, je sais pas. Mais après, ça c'est bien une réflexion de pauvre. Franchement, pour moi, parce que voilà. Non, mais après, si on est un petit peu nuancé, il y a 2-3 milliardaires parmi ces 26.
Pardon, autant pour moi, je me suis trompé de radio. Non, mais on prend par exemple, allez, on va dire Bill Gates ou Warren Buffett qui, je pense, dans leur réflexion, se disent cet argent, je le prends, je le remets dans mes fondations pour la recherche sur la santé. Ce sera mieux que d'aller au capital, à une boîte. On sait tous très bien que les fondations, c'est pour avoir des avantages fiscaux. Non, mais je crois qu'il avait commencé sa chronique en fait. Non, c'est ça. Oui, d'accord. Pour conclure, justement, Jérémy Régnier, est-ce que vous avez déjà croisé des gens capables de défendre ces 26 milliardaires? Est-ce que ça existe, vous croyez, sur la planète, des gens qui défendent le point de vue de ces types? Ouais, j'imagine. Christine Lagarde, je crois qu'elle est un nom. Dans les 26, il y en a forcément qui sont très fiers de là où ils sont. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la psychologie de ces gens, si c'est un rôle qu'on vous fait jouer, je ne sais pas moi, Bill Gates, Warren Buffett, comment vous allez essayer de vous-même vous convaincre? Parce que c'est ça, c'est aussi un travail. Quand on joue, c'est vraiment ça tout le jeu d'ailleurs, c'est de comprendre et d'essayer de comprendre, parce que sans comprendre un personnage, on n'arrive pas à le jouer sans le juger. C'est-à-dire que voilà, il faut essayer de comprendre pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe, quel est son but, qu'est-ce qu'il recherche personnellement, voilà, et d'essayer de trouver la voie là-dedans pour pouvoir l'interpréter. Une sorte de quête de l'infini, sans doute. Non, mais il y a un truc d'avidité, mais pour le coup, ce que dit Oxfam, c'est que c'est un problème de choix politique. C'est pas un problème lié aux personnes qui veulent toujours plus d'argent, c'est qu'il y a des choix politiques qui sont faits dans des pays qui sont très libéraux ou capitalistes, et qu'il y a d'autres pays qui tentent de taxer un peu plus, type le Danemark, mais que ça suffit pas à instaurer une égalité, j'allais dire, pure et parfaite. Donc c'est pas un problème de personne. Après, ils ont leur propre volonté, mais c'est un truc vraiment structurel, quoi. Alors, je voudrais venir sur un autre aspect qui fait peut-être là la différence entre les Belges et les Français. C'est qu'en France, il y a presque une haine parfois chez certaines personnes du patron. Non, pas du tout. Pardon. Calmez-vous. Est-ce que ce serait une spécificité française par rapport à la Belgique, où finalement nos grands patrons, et par exemple Albert Frère qui est décédé il n'y a pas longtemps, on ne sait pas très bien comment il vit, on l'a jamais vu dans les magazines étalés. Est-ce que vous ressentez une forme de différence de perception des grands patrons, des très riches en France et en Belgique ou pas? Mais c'est vrai que je pense qu'ils sont moins mis en lumière. Il y a moins de chroniqueurs qui en parlent. Il n'y a pas de Belgique Inter. Là, non, mais je pense qu'on est même par rapport à notre politique, on est beaucoup plus frileux et plus pudique aussi. Plus pudique. Et puis je pense que on est peut-être moins intéressé par ça et du coup plus hypocrite. C'est pour ça que tout le monde vient chez nous. C'est un constat, c'est-à-dire que quand vous ouvrez par exemple Paris Match en France, vous voyez des photos du mariage de Carlos Ghosn à Versailles avec des costumes, des perruques. Bernard Arnault qui marie sa fille avec tout le faste, etc. Chez nous, il y a un Paris Match Belgique aussi. On les voit pas, alors ils se cachent peut-être. Mais il y a le côté ostentation. Ça devient pas, c'est pas des people, quoi. Les grandes fortunes sont pas. Je serais pas capable d'en citer beaucoup, moi, en Belgique. Non, et pourtant, c'est drôle parce que ça fait partie des genre, comme il n'y a pas énormément de stars, etc., ils font partie, la bourgeoisie, les nobles font partie, en fait, du Star System belge, et ils se font des soirées entre eux, etc. C'est 17 personnes, le Star System belge. Il y a des magazines que tu tournes et tu vois Jean-Paul Van Den Leeken, et tu sais pas du tout qui c'est, mais il est dans le magazine comme si c'était une star. Jean-Michel de Corvée de Patates demain matin de bonheur, qui s'est marié avec c'est ça, exactement. Le magazine s'appelle L'Éventail. On vit dans une monarchie aussi, étant donné qu'on vit dans une monarchie, il y a d'autres standards, le flonflon est ailleurs. Avec Jérémy Régnier, il est 17h29 sur France Inter, et là on va parler IVG avec Pablo Mira. Alors, j'ai pas bien compris si vous êtes pour ou si vous êtes contre, Pablo. Très simple. Alors écoutez, je sens qu'après avoir entendu mon point de vue, les féministes vont ragnoter sévère. Mais en fait, je suis un peu des deux, Charline. Je suis un peu pour et un peu contre l'avortement. En fait, pour moi, le bon compromis serait de ne retirer que la moitié du fœtus. C'est ma position. Alors, c'est pas celle des participants de la marche pour la vie qui s'est tenue hier à Paris et qui était 100% anti-IVG, pour le coup. Une marche qui a réuni environ 8000 personnes, soit 5 familles catholiques à peu près, et qui, une marche à l'instar de leur vie sexuelle, n'a lieu qu'une seule fois par an. Bilan, ça s'est globalement bien passé. Voilà, juste en fin de journée, pour disperser les derniers manifestants pro-vie, la police a dû lancer quelques capotes à fragmentation. Alors, il n'y avait pas que les anti-IVG. Dans le cortège, cette marche réunissait tous ceux qui sont contre ce qui est de l'ordre de la mort assistée, l'avortement donc, mais aussi l'euthanasie ou le public des chiffres et des lettres. Une question très compliquée. Tiens, prenons l'euthanasie. Moi, je vous le dis, personnellement, je suis contre l'euthanasie.
l'euthanasie. Car à partir de quel degré de souffrance le recours à l'euthanasie devient légitime? Quand on a un cancer, quand on est tétraplégique, quand on a les idées de Philippe Poutou mais piégé dans le corps de Franck Riester et qu'on a une chronique dans Par Jupiter, tout ceci est très flou. En tout cas, le débat mérite d'être lancé et c'est ce que les manifestants d'hier ont permis tout en célébrant la vie avec un grand I. Et là-dessus, comment ne pas être d'accord avec la vie? C'est incroyable quand même, la vie. L'idée même qu'il y ait un être vivant dans un corps d'une personne, moi je trouve ça magnifique. Un nourrisson dans une femme, un chevreuil entier dans Gérard Larcher, c'est si beau, le miracle de la vie et des acides gastriques. Alors attention, contrairement aux militants pro-vie, moi je prône quand même une certaine flexibilité sur la question de l'avortement. Par exemple, un enfant ne doit pas venir au monde s'il n'est pas désiré ou si sa mère n'a pas les moyens de lui offrir une vie décente. C'est pourquoi, par exemple, ça me paraît légitime d'avorter lorsqu'on est retraité. En revanche, même si cet enfant risque d'être différent, moi je pense qu'il a le droit de vivre, l'enfant, même s'il est différent. Vous savez, je vous raconte ça pour mon dernier, les médecins nous ont dit qu'il avait une chance sur 10 de ressembler à Alex Vizorek. En toute logique, ils nous ont conseillé d'avorter. On a longuement hésité. On a refusé et aujourd'hui, le petit Miguel a la chance de vivre en société grâce à ce choix qu'on a fait et grâce au port permanent de ce masque des Anonymous. Il est si charmant, c'est mon petit hacker. C'est pour ça qu'à mon avis, je vous le dis, et c'est là où je rejoins un peu les anti-IVG, on devrait interdire les examens prénataux pour vérifier si l'enfant est malade ou non. Bah oui, le 25 décembre, quand on ouvre un emballage au pied du sapin, on est parfois déçu. Et ben là, c'est pareil, il faut respecter la surprise que la vie vous fait quelque part. Vous savez, être pour l'IVG, c'est être contre l'esprit de Noël. Donc c'est être musulman. Maintenant, petite... CQFD. C'est brillant. Maintenant, petite nouveauté pour cette 13e édition de la Marche pour la vie. Les anti-IVG étaient rejoints par les anti-PMA et GPA, 2 points sensibles, encore une fois, et c'est bien normal. Moi, je vous dis, par exemple, ça m'inquiète sur la PMA qu'on aide les femmes célibataires ou les couples de femmes à procréer sans qu'elles n'aient besoin d'utiliser notre pipou. Et pareil pour la GPA. Bon, déjà, je vous le dis, j'ai une conception de la famille un peu à l'ancienne. C'est vrai, je le dis, pour moi, une famille, c'est un papa, une maman et un psychologue pour aider le gosse à surmonter le divorce de ses parents. Mais surtout, moi, je suis contre la GPA car c'est considérer l'enfant à naître comme une marchandise quelque part. Alors, un enfant, ce n'est pas une marchandise, c'est un argument pro-IVG. Pour conclure, vous voyez, Charline, tout ça, ce sont des questions plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Où commence la vie? Un embryon est-il un être qui est déjà né? Un Michel Houellebecq est-il un être déjà mort? C'est presque impossible d'apporter une réponse claire et précise. Alors que ce soit sur l'IVG, la PMA, la GPA ou même l'euthanasie, l'important, ça reste quand même que dans ce pays, chacun soit libre de jouir de son corps comme il ou elle l'entend, sauf si bien sûr vous êtes gilet jaune. Là, ce sont les CRS qui vont décider ce qu'ils vont faire de votre corps. Allez, salut. Merci Pablo Mira, car dans Par Jupiter, tout le monde a droit à la parole, bien sûr. Merci. C'était pas censuré, il n'y avait pas un bip sur ma voix. C'était bon. À revoir sur notre page Facebook, si vous voulez, d'ailleurs. Jérémy Régnier est avec nous. L'Ordre des médecins, le film de David Roux sera en salle mercredi. Nous allons en reparler, et notamment aussi sous l'angle des séries et des médecins au cinéma, car l'affiche du film illustre un long article dans l'Obs. Et puis Thomas Croisière revient sur la carrière de Jérémy Régnier. À certaines heures de la nuit, je fais le rêve prémonitoire de ta silhouette qui s'enfuit au volant d'une Jaguar noire. J'ai beau partir à ta poursuite, tu joues la fuite de l'air. À chaque fois tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs d'éther. La lune est comme un diamant vert. Je ne vois jamais ton visage. Autour de nous, à l'infini, je sens vibrer l'énergie noire des étoiles et des galaxies, du futur et de son miroir.
prémonitoire de ta silhouette qui s'enfuit au volant d'une Jaguar noire. J'ai beau partir à ta poursuite, tu joues la fuite de l'air. À chaque fois tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs des terres. Autour de nous, à l'infini, je sens vibrer l'énergie noire des étoiles et des galaxies, du futur et de son miroir. Et moi, tel un vieux pharaon, je pèse le pour et le contre. Car lorsque tu franchis le pont, les fantômes viennent à ta rencontre. De Liminianas, Nuit fantôme sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter en compagnie de Jérémy Régnier. On va revenir sur votre vie, votre œuvre avec Thomas Croisière dans un instant. Il y aura un sujet que nous allons traiter entre les deux et bien sûr Guillaume Meurice. Vous n'y échapperez pas. Eh oui, c'est maintenant. Nous sommes le 21 janvier 2019 et il y a pile 226 ans nous quittait un certain Louis XVI. Voilà, pensez évidemment pour Jeannette Bougrabe, qui était quand même très émue de cette disparition. Louis nous quittait dans un tragique accident de coiffure, je le rappelle, après avoir demandé une coupe fraîcheur bien dégagée derrière les oreilles. Tragique. Il avait pourtant, il faut le dire, il faut être honnête, un bilan pas dégueu, Loulou. Il y avait moins de problèmes de chômage, il faut le reconnaître. Il y avait encore moins de problèmes de retraite, notamment grâce à la variole et la dysenterie. D'accord, mais pour diriger un pays, il faut être pragmatique. Et tout ça pour dire que Loulou, des fois, il nous manque un peu. Voilà, on n'ose pas se l'admettre, mais il nous manque. Et pas qu'à moi, les royalistes se rassemblaient ce matin pour commémorer l'événement. Alors évidemment, je suis allé les voir. On commence peut-être par un petit hommage en musique, parce que France Inter, on aime, on vous en parle. Vive le roi, vive jamais, vive le roi. Voilà, on est sur un Vive le roi. Voilà, en général, c'est un peu répétitif, mais ça vaut Philippe Catherine. Je suis désolé, à un moment donné, on transmettra à Chewbacca pour la playlist. Alors, dans le rassemblement, on va pas se mentir, plutôt la classe aisée, mais qui déteste quand même Macron, mais aisée quand même. Ils étaient responsables devant Dieu. Ouais. Or, Macron, il est responsable devant qui ? Devant la finance, c'est tout, qu'il a mis en place. Ah oui, est-ce que c'est pas le nouveau Dieu, ça, la finance ? Ouais, le Dieu du mal. Vous êtes contre la finance ? Non, parce que ça a apporté... Vous n'êtes pas contre le mal, alors ? Pas contre le mal, quand il y a toujours le bien et le mal. C'est le problème, on ne sait pas si on doit plus aimer la thune ou détester Macron. C'est vrai que voilà, la finance c'est nul, mais quand on a du pognon, c'est quand même pas mal, même si le mal c'est pas très très bien. Vous suivez ? Oui. Ouais, on va continuer quand même. Alors c'est pas facile de se situer, surtout en ce moment avec les gilets jaunes, n'est-ce pas monsieur ? Alors je vais vous surprendre, mais j'ai des photos de princes de France sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Ah, les princes sont en colère aussi ? Ben disons qu'ils sont au milieu du peuple. Ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, les princes ? Comme vous et moi, cher monsieur. Ah ben oui, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais prince, c'est un métier où il y a quand même assez peu de débouchés. Vous tapez prince sur le site de Pôle emploi, il y a que dalle. Non mais les formations, vraiment c'est nul. Vraiment, pas de CAP prince, ça n'existe pas et on n'en parle pas assez, surtout sur cette antenne de cette France princière qui souffre. D'ailleurs, un prince, il y en avait un ce matin, c'est un royaliste qui me l'a dit. C'est Sa Majesté le Prince Sixte de Bourbon-Parme, qui est le vieux monsieur qui a le dos gris. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, il est plutôt jeune. Il est plutôt jeune. Bon, lui, il n'y aura pas besoin de le guillotiner, a priori. Il suffit juste d'attendre quelques semaines et à mon avis... Oui, là, vous faites de l'ironie, vous n'êtes pas gentil. Oui, non, mais je suis gentil, c'est pas ça. Mais juste, j'aime pas trop les fusions de sang, j'aime pas ça. Je me dis, s'il arrive au pouvoir, il y a une révolution, il suffit de pas le vacciner contre la grippe. A priori, on est bon. D'ailleurs, le comte de Paris, ça c'est une vraie info, qui était prétendant au trône, est mort aujourd'hui. C'est quand même pas la journée mondiale des têtes couronnées. Stéphane Bern est en PLS depuis ce matin. C'est dommage parce qu'il nous faut un monarque. Un pays doit avoir un monarque. Et pourquoi royal ? Parce que ça lui donne la légitimité. Voilà, c'est deux choses différentes. Est-ce que ça peut pas être une monarque ? Bah non, parce que pour des tas de raisons même physiologiques, une monarque, vous diriez, elle arriverait à être enceinte. Et pendant les périodes où elle est enceinte, comme vous dites, il y a tout un tas de situations, même physiologiques, qui l'empêchent d'exercer son pouvoir. On pourrait peut-être la remplacer quand elle est enceinte ? Ah oui, d'accord, on faudrait remplacer, oui, mais enfin, ça va, les remplacements. Non, on est sur un nom. Il n'y a pas d'intérim. Il n'y a pas d'intérim, il n'y a rien. Mais c'est vrai que les gonzesses, voilà, pour un tas de raisons physiologiques, elles ne peuvent pas gouverner. Déjà, la tête d'une émission de radio, nous, on le voit. Enfin, je veux dire, voilà. Bon, n'insistez pas, c'est non. Mais le roi, quand il est malade, voilà, il reste jusqu'au bout. Prenez Louis XIV, le roi Soleil. Il a régné, je vous jure, c'est vrai, avec une fistule anale. C'est véridique.
n'est-ce pas, monsieur? Oui, il a eu la fistule anale, on l'a opéré à vif. Hein, mais alors c'est Dieu qui lui a mis une fistule anale, il n'est pas sympa, Dieu. Non, alors écoutez, je n'ai pas à juger Dieu maintenant, moi. Je n'ai pas les capacités encore. Non, mais quand même, on peut reconnaître qu'il est taquin. Non, écoutez, il y a certainement un motif que je ne peux pas vous expliquer. Ouais, c'est bien dommage parce que moi, je trouve quand même pas ça très cool de la part de Dieu. Tu nommes un gars à un poste chouette, tu lui mets une fistule anale, c'est pas sympa. C'est comme avoir la chance de participer à une belle émission, mais avec Pablo Mira. Voilà, ça gâche un petit peu, ça gâche le plaisir. Mais bon, il paraît que c'est ça, c'est la liberté d'expression qu'on doit donc à cette saloperie de démocratie. Et la démocratie qui est le pire des institutions, c'est une aberration. La démocratie pour vous, c'est une aberration? Bah, évidemment, c'est le plus stupide qu'on puisse. Mais c'est volontaire, c'est ignoble. Cette république, la démocratie, c'est des mots et de la crasse. Les parlementaires, vous les avez là-bas, c'est des monstres. Alors vraiment, c'est fils de pute, fils de pute. Ah voilà, moi, je vous dis pas. Mais dites donc. Oui. Vous êtes vulgaire. Non, je suis pas vulgaire, parce que je pourrais dire bien pire, il mérite encore davantage. D'accord, je suis pas certain que Dieu valide quand même le fait de jurer comme un charretier. Bon, certes, les parlementaires sont pas exempts de tout reproche, mais je vous rappelle que leur vénéré maître a réuni plein de riches ce matin et toute la journée à Versailles. Le foutage de gueule est total. Donc je crois que pour Louis XVI comme pour Macron, le pouvoir, ça fait perdre la tête. Guillaume Meurice, merci, à 17h42 sur France Inter, en compagnie de Jérémy Régnier. Et on va titiller votre fibre écolo, Jérémy Régnier. Car jeudi dernier, 12 000 lycéens belges ont séché les cours pour demander aux politiques de prendre à bras-le-corps le dossier climatique. Et ce sera désormais tous les jeudis, car ils disent à quoi ça sert d'aller à l'école si la planète va disparaître. C'est logique, implacable. D'ailleurs, école buissonnière, ça sonne écolo. Buissonnière, j'ai du mal aussi. Buissonnière, c'est vraiment voilà. Imaginons que le mouvement traverse la frontière. Une mobilisation de lycéens en France, ça ressemble à quoi? Là-dessus, Qui vient pas? Nous, on va venir, bien sûr qu'on va venir, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on profite des âgés pour discuter vraiment du fond des problèmes. Tiens, par exemple, le chômage. Moi, à la limite, je trouve ça marrant de plus bosser, et tout d'un coup, ça devient un problème. Ce qu'on veut pas, justement, c'est de venir ici pour parler uniquement de la litanie Trotsky sur la lutte des classes. Putain, mais tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la lutte des classes. Moi, je sais pas ce que c'est que la lutte des classes. Non, ça me ferait bien marrer. Moi, je sais pas ce que c'est que la lutte des classes, mais je sais certainement mieux que toi, va. Ta gueule. Ton concret à toi, c'est la taille des banderoles. Si on doit aller à la manif à pied ou en métro. Oui, vous avez reconnu, Jérémy Régnier, c'est bien le péril jeune de Cédric Clapiche. Voilà, sécher les cours pour le climat. La première manifestation, il y avait 3000 lycéens. Là, il y en a eu 12 000, donc ça grossit, ça s'est passé à Bruxelles. Vous voyez ça d'un bon oeil, vous, l'idée de cette désobéissance, d'aller sécher les cours pour dire, demander aux politiques de s'occuper du climat, ou comme le gouvernement belge, dire, ok, allez manifester, mais en dehors des heures de cours. Il y a le belge. Non, je trouve ça très très bien, au contraire. On voit bien que les jeunes sont heureusement là pour prendre la parole, là où on a peut-être plus de mal. Non, je trouve ça très juste. Au contraire, il faut suivre ce mouvement et c'est un sujet très important. Quand c'est des jeunes, ça a plus d'impact. On sent tout de suite que les politiques sont plus mal pris quand même, non? Je sais pas, mais moi je me rappelle en tout cas que j'ai pas été à l'école pendant 1 an. À l'époque en Belgique parce que non, c'est parce qu'il y avait aussi des grèves et on revendiquait pour l'enseignement. Ah, c'est vrai, moi aussi. Et c'était très très bien. D'ailleurs, ils nous ont tous fait passer parce qu'on n'a même pas dû passer une classe supérieure. Ça a duré des mois. Des mois, mais presque une année. Donc non, mais pour revenir à ce sujet qui est très important, non, je pense qu'il faut tout le monde prendre conscience et faire prendre conscience aux politiques qu'il faut changer les choses. Il y a aussi un autre mouvement, un blocage des distributeurs dans certaines écoles, distributeurs de bouteilles en plastique, etc. Et les élèves ont placardé des affiches qui disent « Achète-toi une gourde », notamment à l'initiative de Romeo Elvis, le rappeur. Est-ce qu'il y a aussi là peut-être une différence dans la fibre écolo de chaque côté de la frontière? Est-ce que en Belgique, il y a peut-être une conscience écolo qui est empreinte depuis peut-être plus longtemps parce qu'on regarde peut-être plus aussi vers l'Allemagne ou... Je sais pas, mais je sais que nous, en tout cas, depuis toujours, on doit trier nos poubelles avec des couleurs très différentes et si on ne le fait pas, on est puni, on a une amende. Et c'est vrai qu'à Paris, moi, je foutais tout dans la même poubelle et je la foutais la jaune, truc. C'est ça. Mais non, mais je pense que, je sais pas s'il y a une différence, une prise de conscience, mais en tout cas, aujourd'hui, on le sait tous, on en est tous conscients, donc il faut évoluer et faire bouger les mœurs. Vous vous rappelez comment elle est née chez vous, cette fibre écologiste, quand vous avez pris un peu conscience
Ou c'était vraiment ça s'est fait au fur et à mesure. C'est vrai qu'on n'a pas grandi. J'ai pas eu des parents. Si, j'avais des parents un peu 68ards qui étaient très proches de la nature et de tout ce qui va avec. Mais je l'ai appris. Non, on n'avait pas comme maintenant encore où cette jeunesse et nous les premiers parents, on leur en parle et on a ce discours-là. On en parle dans les médias. Il y a des documentaires là-dessus. Donc forcément, ils sont baignés depuis toujours. Mais je pense que ce serait même génial de pouvoir avoir à l'école justement cours d'écologie ou des choses comme ça pour aller vraiment à la base, pour pouvoir au fur et à mesure que ça devienne totalement normal. Il y a un tweeto qui nous dit que 24 000 jeunes étaient en Suisse également. Ah oui, très bien. C'est le cas aussi. Début décembre, il y avait une jeune Suédoise de 15 ans qui s'appelle Greta Thunberg qui avait frappé l'opinion publique lors de la COP24 en Pologne avec sa plaidoirie pour les générations futures, et elle avait aussi séché les cours avec des élèves de sa classe pour protester. Donc c'est un mouvement, t'attends que ça se passe en France, parce que le samedi c'est gilets jaunes, le jeudi ça peut très bien être les jeunes avec le climat. En Belgique on dit brosser les cours au lieu de sécher. Ça vous est déjà arrivé vous de brosser les cours? Non maman. Jamais. Mais pour tourner la promesse à l'époque, vous avez eu des dérogations. Vous aviez 15 ans. C'est vrai, mais j'avais école en même temps. C'est-à-dire que je tournais avec les frères Dardenne et je peux vous dire que c'était intense parce qu'ils avaient moins de moyens. C'était un film compliqué et donc dès qu'on finissait les journées de tournage, je partais avec quelques profs qui venaient me voir sur le tournage pour me donner cours. Voilà. Mais non, mais sinon, j'avoue, j'ai brossé pas mal les cours. Généralement, on brosse pour des mauvaises raisons. Ici, c'est quand même une meilleure raison. C'est pas que je veux encourager les gens à brosser. Hein. Enfin, non, moi c'était pour une bonne raison, c'est pour aller fumer des joints avec mes potes. C'était plutôt. Oui, c'est de l'herbe, ça va. C'était écolo. Jérémy Régnier avec nous. L'ordre des médecins de David Roux sort en salle mercredi. Thomas Croisière, je vous laisse avec Jérémy et nos auditeurs. Par Jupiter présente. Le cinéma de Thomas Croisière. Bonjour Jérémy Régnier. Même si avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira ou Charline Vanhoenacker, vous faites partie de ces Belges qui viennent manger le pain des Français, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas pour deux raisons. D'abord parce que vous vous battez au même titre que Robert Redford, Brad Pitt et Thomas Croisière pour la sexiness du blond au cinéma. Ensuite, parce que du haut de vos 38 ans, dont 25 ans de carrière, vous avez déjà une filmographie longue comme l'outil de travail de Ron Jérémy. Je vais donc profiter de votre présence pour vous proposer un top 4 Jérémy Régnier au cinéma. Yes, there were times, numéro 4. I'm sure you knew. Évidemment. When I bit off. Le 14 mars 2012, à midi, au Gaumont Opéra, je tenais la main de Juju, ma petite sœur, alors que vous interprétiez My Way au Royal Albert Hall dans Clo-Clo, le film qui vous a révélé au plus grand public. Ma sœur et moi pleurions tous les deux, elle parce qu'elle est la plus grande fan de Claude François du monde, moi parce que je suis le plus grand fan de Michel Sardou de l'univers. Et nous savons tous les deux qu'après avoir été amis et interprètes de Comme d'habitude, Claude et Michel se sont brouillés en 1976 à cause de la couverture du numéro 5 de MS, le journal de Michel Sardou. Oui, les amis, Michel n'a pas que révolutionné la chanson française, il a aussi dynamité la presse. Il l'a si bien dynamité que MS Magazine a fini façon puzzle, puisque ce 5e numéro, avec Claude en couverture titré « Au fou », fut le dernier. Numéro 3. Ils m'ont pris mon GSM, tout nouveau. Soi-disant, mon téléphone aurait sonné. Non, mais attendez, ça on le dit avant le film, de le couper le portable. Hein, on le redit après les publicités, d'accord? On va quand même pas faire rallumer la salle toutes les 5 minutes pour dire qu'il faut couper son GSM. Je l'avais éteint. Vrai ou faux? Oui, mais je l'avais... Oui ou non? T'as raison? Oui. Près de 2 millions d'entrées pour Clo-Clo, quasi 2 millions de moins pour Dickeneck, avec lequel vous fîtes un bide à sa sortie. Mais réalisez tout de même un gros coup. Alex, j'espère que vous appréciez la qualité de ce jeu de mots franco-belge, puisque Dickeneck veut dire gros coup, comprenez, grande gueule en bruxellois. Gros coup donc, puisque ce film est devenu culte grâce à la vidéo, la télé et son casting 5 étoiles de Florence Foresti à vous, que nous venons d'entendre, en passant par le césarisé François Damiens ou l'oscarisé Marion Cotillard. Un film bourré de répliques cultes qu'il faut absolument voir une fois. Excusez-moi pour ça. Numéro 2. Lequel de nous deux est le plus séduisant? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne veux pas me le dire. Quand je suis avec toi, je pense à lui. Quand je suis avec lui, je pense à toi.
Lorsque je leur fais l'amour, mes maîtresses me demandent souvent si je suis plusieurs. Et vous êtes 2, Jérémy, dans L'âme en double de François Ozon, avec qui vous avez fait 3 films, et ici 2 frères, Paul et Louis, 2 jumeaux psychothérapeutes, amants de la même femme, la magnifique Marine Vatch. Votre performance n'était pas sans rappeler celle d'un autre Jérémy, de fer, celui-là, Jeremy Irons, qui jouait 2 frères dans l'effrayant et chef-d'œuvre faux-semblant de Cronenberg. D'ailleurs, Jérémy, savez-vous ce que fait un Belge après la naissance de ses jumeaux ? Non. Il cherche le deuxième père. Numéro 1. Alors, ta mère est de retour, il paraît? Bon, alors qu'il est, il n'y a rien à faire de plus, hein, surtout dans l'état où elle était ces jours-ci. Dans L'Ordre des médecins, premier film de David Roux, qui n'est donc pas blond vénitien, vous incarnez Simon, un pneumologue qui côtoie quotidiennement la maladie et la mort et qui perd pied lorsque sa mère intègre un service de soins intensifs dans son hôpital. Votre mère, jouée par Marthe Keller, dont nous sommes tous amoureux depuis La Demoiselle d'Avignon, même si elle a maintenant plus de 50 ans. Le réalisateur, s'inspirant de sa vie, est dans une démarche quasi documentaire en suivant le parcours de cet homme qui s'est consacré à la médecine et qui se rend compte que finalement, la médecine ne peut pas tout. En tombant la blouse, Jérémy devient un fils comme les autres, un homme impuissant face à la maladie et qui ne peut plus qu'accompagner sa mère au seuil de la mort sur fond de chorale yiddish bouleversante. La musique de Jonathan Fitoussi, rappelant les expérimentations électroniques de François de Roubaix, nous accompagne dans ce quasi huis clos où même si la mort est partout, la vie est là. On s'allume une cigarette qui fait rire, on se raconte Game of Thrones et on s'attrape sur du Jodassin. Plus qu'un film hospitalier, L'Ordre des médecins est une histoire de famille et un film familier parce que l'on a tous vécu l'hôpital qui va de la maladie au deuil, parce que l'on a tous, comme Simon, un titre qui nous fait penser à notre mère et que nous écouterons en pleurant quand elle sera partie. Et moi, j'ai vraiment pas de chance, parce que ce sera Bonnet M avec By the Rivers of Babylon, qui est, il faut le reconnaître, un titre tout pourri. Mais si ma mère avait eu du goût, elle ne serait pas restée ma mère. Simon, lui, écoute Mélocoton de Colette Mani, que l'on entend actuellement en fond. Merci Colette, et merci Jérémy pour votre nouvelle performance, tout en humanité contenue. Et même si vous êtes belge, dans le cinéma français, vous êtes bien Jérémy Régnier, un prince. Oh, c'est bon. Je pense qu'il n'y a qu'à Monaco qu'on va la comprendre, celle-là. Le prince Régnier. Merci beaucoup Thomas Croisière. Merci, vous avez mis les mots justes sur le film et l'humanité contenue de votre personnage Simon, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Thomas Croisière. Eh bien, parlons-en justement de la bonne santé, des histoires qui décrivent le milieu médical, même si ici c'est plutôt l'histoire d'un homme et d'une famille aussi. Le succès d'Hippocrate, le film puis la série, a sans doute aidé les argentiers du cinéma à être un peu moins frileux sur ces sujets. Puis il y a eu Médecins de campagne, première année, ou Réparer les vivants, qui tiennent aussi lieu d'exemple. Mais attention, c'est un sujet qui ne souffre pas le moindre déficit de crédibilité dans le jeu. Aujourd'hui, j'ai pris une décision grave. J'ai décidé de vous muter à l'hôpital Velpo. Mais pourquoi? Qu'ai-je donc fait donc? Une erreur professionnelle, ça vous suffira? Une erreur professionnelle, je ne comprends pas. Madame Lorigan ne devait recevoir des soins qu'à base de paracétamol. Et non pas d'acide acétylsalicylique. C'est injuste, on ne m'avait pas prévenu. Sinon, vous pensez bien, jamais je n'aurais prescrit de ce médicament. Les inconnus. Bon, c'est typiquement ce qu'il n'y a pas dans le film, L'Ordre des médecins. C'est pas le côté vite les urgences, le patient, etc. Mais par contre, il y a certains mots techniques, médicaux que j'ai eu du mal à dire aussi, de cet ordre-là. Et oui, ça se travaille. Et l'affiche du film, enfin en tout cas une image du film, illustre cet article de l'Obs, la nouvelle vague hippocratique, expliquant que peut-être que l'engouement d'Hippocrate attise la curiosité pour ces films-là. David Roux, le réalisateur de L'Ordre des médecins, est interviewé et dit oui, ça marche dans les deux sens. Il y a un côté où peut-être ça a aidé à faire ce film. Et d'un autre côté, tout cet aspect purement médical, où tout ce que l'hôpital rencontre comme problème, il a pu s'en affranchir pour venir... c'est ce qu'il dit, oui, parce que je pense qu'il l'a écrit plus ou moins au même moment que Hippocrate sortait. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie que prend Thomas Litti et qui raconte à travers justement les problèmes socio-économiques de l'hôpital, il n'avait pas besoin de s'en accaparer parce que c'était déjà fait. Du coup, il s'est dit, tiens, ça c'est bon, ça moi je peux le mettre de côté et justement rentrer dans le rapport plus humain, émotionnel entre les personnages et les médecins. Donc vous confirmez et que Hippocrate a aussi pu aider...
Je sais pas s'il a dit. C'est sûr que les financiers peuvent avoir peur, et là que tout d'un coup qu'il y ait des succès par rapport à un film qui pourrait avoir d'une certaine manière un écho. Joue maintenant à l'inverse des films comme tout d'un coup de faire un western qui prend énormément d'argent et de perdre et que ça ne marche pas, fait que les films d'après ont du mal à se monter aussi. Donc, mais... Jérémy Régnier, donc dans l'ordre des médecins, mercredi en salle avec notamment Marthe Keller et Zita Enro. On embrasse le papa de Zita Enro qui nous écoute depuis Marseille. Voilà. Chaque fois qu'on parle de Zita Enro, salut son papa. Alors Jérémy Régnier, on a un sketch pour vous. En fin d'émission, on propose à l'invité un rôle qu'il découvre. Vous êtes Jeff Bezos, si vous l'acceptez, l'un des 26 les plus riches du monde, mais il va divorcer. Donc, c'est la misère, c'est la misère. Comment ça se passe un divorce à ce niveau-là? Charline est votre épouse et Guillaume Meurice est juge. On se rend tout de suite aux États-Unis. Alors, monsieur Bezos, j'ai donc examiné votre situation. Quelle tristesse, n'est-ce pas? À ce jour, donc, vous êtes l'homme le plus riche du monde. Si vous saviez comme je souffre. Je comprends. Un divorce, c'est jamais facile. Hein. Ah non, ne plus être l'homme le plus riche du monde en sortant d'ici, ça me touche énormément. Oui, donc votre fortune est estimée à environ 140 milliards de dollars. Ouais, si seulement je n'étais pas écrasé par toutes ces charges salariales. Oui, mais comment voyez-vous le partage? Le partage. Quel drôle de mot. Ça existe ou vous venez de l'inventer? Non, mais je parle de la répartition avec Madame Bezos dans le cadre de votre divorce. 50-50. Hein. Non, n'écoutez pas. Elle se croit à qui veut gagner des millions. Ah non, je suis à qui veut gagner des milliards. S'il te plaît, essaye d'être un peu raisonnable. Mais je le suis, des 70 milliards pour toi, 70 milliards pour moi. Mais comment je vais faire, moi, pour vivre avec seulement 70 milliards? Tu demanderas une aide sociale. Voilà. Une aide sociale? Mais on est aux États-Unis? Tu demandes à tes employés comment il faut pour vivre avec 3 fois rien. Oui, alors d'accord, mais que fait-on à propos des biens matériels? 50-50. Souvent, c'est comme ça qu'on procède avec les couples normaux, quoi, mais... Mais comment faire avec le jet privé? Évidemment, on a des problèmes que les couples normaux n'ont pas, là. Ouais, facile, chacun une aile. Mais enfin, aucun de nous pourra voler. Aussi, t'arriveras toujours bien à voler le fisc français. Humour de riche. Oui, s'il vous plaît, avançons, là, j'attends une livraison. Les affaires reprennent, merci, le juge. Non, pas une livraison Amazon, j'ai commandé une pizza au resto d'à côté. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir? Moitié moins riche. Et toi? La femme la plus riche du monde. D'un coup, et ton féminisme t'honore. Tu es au courant que l'argent ne fait pas le bonheur? T'inquiète, je devrais m'en sortir. Oui, bon, alors donc on est d'accord, vous n'êtes donc plus Madame Bezos. Parfait. En revanche, moi j'en connais un qui se fait bien Bezos. Je l'avais pas entendu comme ça, l'écriture. Dans une interprétation libre. Tellement libre. Mais ça marche très très bien. Merci Jérémy Régnier. Merci. Et merci d'avoir passé cette heure avec nous. On était ravis. Tout comme de voir ce film qu'on a eu la chance de voir, nous déjà, et qu'on vous conseille. Il sort en salle mercredi, L'Ordre des médecins, le premier long métrage de David Roux, avec aussi Marthe Keller, Zita Enro, Alain Libolt, Maud Villers et Frédéric Epo. Merci les amis. Merci aussi Thomas Croisière, Pablo Mira, Alex et Guillaume. Demain on se retrouve avec Anne Sylvestre, je tiens à vous le dire, bien sûr. Et on va se quitter. On donne le mot de la fin à notre invité, toujours pour le valoriser. Moi, c'était pour une bonne raison, c'est pour aller fumer des joints avec mes potes. Partir à l'aventure en famille, c'est bien. Mais en Land Rover